Bonsoir, nous sommes le 3 juillet, il est 18h pour ceux qui nous rejoignent en direct, l'heure du 7-8, l'actu sur TV Fil. Voici les principaux titres. L'Open de golf Alstom vient de s'ouvrir à Saint-Quentin en Yvelines. Nous verrons comment se passe le début de cette édition. Le secrétaire d'État au sport était lui aussi présent sur le green. Nouveau rythme scolaire, réforme des programmes. L'éducation reste un sujet qui fâche. L'année scolaire à peine terminée. Nous parlerons de la rentrée avec le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, Jean-Michel Coignard, est l'invité de ce journal. Et puis le temps d'un stage proposé par l'association Art en Tête, l'abbaye de Port-Royal des Champs vous propose de devenir tailleur de pierre cette semaine. Un nouveau mécène pour la nouvelle école Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Le Crédit Agricole vient d'apporter un soutien de 450 000 euros sur 3 ans à l'Institut d'études politiques. Cet argent doit permettre de développer le programme de démocratisation. Certains jeunes pourront bénéficier d'un dégrèvement ou d'une exemption des frais de scolarité, d'une bourse d'études ou d'un dispositif de préparation au concours d'entrée. Sciences Po Saint-Germain qui ouvrira en septembre avec 80 élèves. Le projet est porté par les universités de Cergy-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin. Du sport, l'Open de golf Alstom, c'est parti depuis ce matin sur le green de Saint-Quentin en Yvelines. Cette édition est annoncée plus facile en raison d'un parcours de l'Albatros revu dans le cadre de la préparation de la Ryder Cup en 2018. Devrait aussi être plus spectaculaire cette année selon les spécialistes. Les promesses sont-elles tenues après une première journée de compétition? Nous allons le voir avec Anthony Reich. De mémoire de golfeur, lors d'un premier tour, on avait rarement vu autant de monde autour du départ du trou numéro 1 de l'Albatros. Personne ne veut louper l'entrée en lice du numéro 1 français, à commencer par le secrétaire d'État au sport en visite au golf national. Contrairement à d'autres sports, je pense au tennis, où lorsqu'il y a un grand tournoi, on sait que c'est 3 ou 4 joueurs qui peuvent gagner. Là, à chaque fois, on est une vingtaine. Et dans les 20, il y a toujours des Français. Bon, c'est vrai que cette année, tout le monde met la pression sur Victor Dubuisson. Il a 4 jours pour bien putter, pas faire d'erreur. Et on sera derrière lui, bien sûr. Pour ce premier tour, Victor Dubuisson va affronter l'Albatros aux côtés de 2 grands favoris. Le tenant du titre, Graham McDowell, et le favori allemand Martin Keimer, récent vainqueur de l'US Open. Mais ce que personne n'osait croire arrive dès le premier drive. Le 22e joueur mondial se rate complètement et envoie sa balle hors du fairway. Après 2 trous, il se retrouve même à 4 coups du par. Il vient ici en favori, avec tout le public qui le porte, et je pense que ça y a mis un petit peu de la pression. Il jouait des très grands joueurs, donc ça va le tirer vers le haut et ça va le stimuler. Je pense qu'il a un gros mental, il va revenir dans la partie très vite. Comme attendu, le numéro 1 français réagit avec un premier birdie au trou numéro 9, mais visiblement agacé par son manque de réussite. Il concède un nouveau bogey au 13 pour se retrouver à 5 coups du par. Lot de consolation, côté français, le jeune Alexander Lévy, 23 ans, pointe provisoirement à la 7e place. Et en marge de la compétition, Thierry Braillard, vous l'avez vu, le secrétaire d'État au sport est venu sur ce parcours de l'Open, rencontrer les sportifs et surtout rappeler le soutien de l'État en vue de l'organisation de la Ryder Cup sur ce site. La compétition qui oppose, je vous le rappelle, les meilleurs Européens aux meilleurs Américains se déroulera en 2018 à Saint-Quentin en Yvelines. Olivier Maniscalco. Premier jour de compétition à l'Open de France sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ce tournoi majeur sur le circuit européen, les élus locaux et français ont fait le déplacement, notamment Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports, qui peut compter sur Jean Van de Velde, ancien pro et directeur du tournoi, pour lui expliquer l'effet rétro de la balle de golf. Quel est le geste pour que la balle, une fois qu'elle atterrit, reparte en arrière? Il la prend, il la coince entre la terre et la face de club. Et comme la face de club, il y a des rainures à l'intérieur, la balle s'écrase sur les rainures, commence à tourner en arrière, ce qu'on appelle le spin. C'est-à-dire que là, quand elle est en l'air, elle tourne en sens. Elle tourne à reculons. Quand elle touche. Elle frappe le sol, elle fait généralement un rebond en avant, et le deuxième rebond, comme elle tourne encore très vite sur elle-même, elle revient. Outre l'Open de France, l'autre sujet de discussion, c'est 2018 et le golf national de Saint-Quentin qui accueillera la célèbre Ryder Cup. Alors forcément, avec la venue du secrétaire d'État, les élus locaux attendent des réponses, notamment sur le financement d'un tel événement. L'engagement de l'État, vous savez, j'ai suivi d'autres opérations, notamment le Vélodrome. Eh bien, il a fallu que chaque fois qu'un nouveau ministre arrivait, retourner dans le bureau du ministre pour que l'État, à nouveau, nous confirme. Donc,
Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que j'entends, et les engagements des uns, j'espère qu'ils seront respectés par les autres. L'État va soutenir, et soutient déjà, et va soutenir la Ryder Cup. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus belle exposition. Et c'est bien, parce que ça accompagnera la politique que je vous disais de popularisation. Le golf, aujourd'hui, est quasiment un des sports les plus pratiqués en France. Qui aurait dit ça il y a 20 ans? Et ben, je pense qu'il faut continuer. En attendant la Ryder Cup, les élus ont pu assister au départ mitigé de Victor Dubuisson, numéro 1 français, qui comptait déjà 4 coups au-dessus du par après 2 trous. L'Open de golf se poursuit jusqu'à dimanche. Du sport à l'économie, la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines a dressé son bilan et défini ses priorités en présence de ses partenaires. Pilotée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, elle devrait logiquement prendre de nouvelles orientations avec l'arrivée d'une nouvelle équipe politique à sa tête suite aux élections municipales. Claire Cambier. La maison de l'entreprise a dressé son bilan hier en compagnie de ses partenaires. Cet outil, créé par la communauté d'agglomération, contribue au développement économique du territoire. Parmi leurs actions, des rendez-vous avec des créateurs, des permanences d'experts, des visites d'entreprises, mais surtout un accompagnement des porteurs de projets. Sur l'année 2013-2014, la maison de l'entreprise a accompagné 720 projets, soit 3700 heures de conseil. Elle a ainsi permis la création de 300 entreprises. Avec ses partenaires, les acteurs économiques publics et privés du territoire, elle cherche à aller encore plus loin. L'association Delta Sky a par exemple proposé de créer un incubateur. Il ne faut pas que Paris aspire tout. Il faut aussi que les autres territoires puissent avoir leur propre incubateur. Alors, sans concurrence, mais en complémentarité. Dès qu'il y a des projets un peu plus industriels, il faut aller mettre ces entreprises au plus près des industriels qui vont être leurs clients. Donc, des incubateurs dans des territoires de première ou seconde couronne parisienne sont idéalement placés pour ça. Car l'accent sera porté l'année prochaine sur l'innovation. Et notamment pour favoriser l'emploi, on a tout intérêt, nous, en tant qu'appui collectivité, appui public, à favoriser la création, on va dire à haut niveau, pour ensuite décliner des emplois qui pourraient se développer sur le territoire. Donc ça, c'est une première démarche. Et puis on a beaucoup parlé aussi des entreprises en difficulté. Pour cela, la plateforme Initiative a mis en place des prêts conjoncturels. D'autres projets sont à l'étude. Le possible élargissement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pourrait également redessiner le champ d'intervention de la maison de l'entreprise. Est envisagée l'intégration de Maurepas et Coignères d'un côté et Plaisir, Villepreux et les Clés-sous-Bois de l'autre. Décision prise en janvier 2015. Nouveau rythme scolaire, nouveau programme, suppression des notes, égalité des sexes. Chaque semaine, des annonces autour de l'éducation sont faites à la veille de ces vacances scolaires. Nous allons faire un point avec Jean-Michel Coignard, directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. L'année touche à sa fin. Quel bilan faites-vous? Les choses ont été compliquées, notamment pour lancer les nouveaux rythmes scolaires. Mais c'est bon, c'est sur les rails? C'est sur les rails, le rythme scolaire, ce n'est pas une chose facile. Ça demande à des communautés scolaires partout sur le territoire de s'entendre sur de nouveaux rythmes pour les enfants. La situation rapidement brossée, c'est 240 communes avec école, 8 qui avaient commencé cette année, donc ils continuent, mais parmi lesquels 4 changent de modèle. Donc on voit qu'il faut s'attendre à des modifications en cours de route. Et puis toutes les autres qui ont un projet, et très peu qui ont un projet que je leur ai imposé par manque de décision de leur part. Donc il y a une poignée de communes qui ne souhaitent pas du tout les appliquer et vous avez imposé... elles sont quelques-unes, il en reste 4 avec lesquelles nous continuons à discuter. Ces 4 communes sont... Vous les connaissez? Alors oui, il faut que je mette mes lunettes. Ce sont de petites communes puisque le rural pose davantage de difficultés. C'est plus des petites communes, c'est plus sur l'organisation que ça leur pose problème que sur l'idée même de mettre en place une réforme des rythmes scolaires. Voilà, alors c'est délicat parce qu'en fait, également, les équipes municipales ont pu changer. Donc il y a parmi celles que je vais citer des communes qui avaient un projet et la nouvelle municipalité ne veut pas le mettre en route et ils ne sont pas encore au stade où on en met un en place à la rentrée. Alors que nous savons ce qu'il conviendra de faire et nous leur avons dit. Donc voilà, on discute encore un peu. Ces communes sont Orphin, Richebourg, Guitrancourt et Drocourt. Vous voyez que ce sont de petites communes. Voilà, petites communes qui n'ont pas encore de projet, mais ça viendra d'ici forcément la rentrée. Quelques jours. Les communes, en tout cas, même celles qui s'opposaient sur le fond même de la réforme et sur l'idée de mettre en place ces nouveaux rythmes scolaires, sont bien obligées de proposer une organisation du temps. Seulement, l'organisation même, ce qui sera fait pendant ces TAP, ces temps d'activité supplémentaires, ça reste libre à chaque commune. Et pour certaines communes, c'est un petit peu de la garderie.
Et vous n'avez pas la main dessus. C'est très divers. Alors, d'une part, les compétences sont bien distinctes. Nous avons la partie purement enseignement scolaire. Donc là, déjà, ça nous cause pas mal de modifications, puisqu'il faudra apprendre à travailler avec les enfants, notamment essentiellement le mercredi matin. Donc, changement d'emploi du temps. Et pour les communes, ça demande à modifier ce qui était fait dans le périscolaire jusque-là, à en changer certains horaires. Et donc, chaque municipalité a le pouvoir de voir ce qui sera offert. Mais Tout ça ne dépend vous des frustre temps. pas de voir que dans certaines communes, en fonction de l'organisation du temps, ça ne va durer quelquefois qu'une demi-heure, voire un quart d'heure, et qu'au final, ce sera de la garderie. Il n'y aura pas d'activité vraiment proposée aux enfants. On ne peut pas raisonner aussi globalement. Parce qu'il y a des communes qui le disent Vraiment. clairement. On s'adapte au rythme scolaire, on est contre, on le fait, mais on le fait juste parce qu'il faut s'adapter aux parents. Oui. Après, peu importe ce qu'il y aura dans ces temps. Pour Oui, l'instant, mais on accueille les enfants. elles disent aussi avec un esprit de responsabilité qu'elles ne prendront pas les enfants en otage. Et elles disent aussi qu'elles comptent offrir un service de qualité à la population. Donc mais je vous pense... n'aurez pas de contrôle dessus. Ah ben non. Après, c'est aux communes, aux parents, en tout cas, de surveiller ce qui est fait. En revanche, j'ai dit partout et je demande à ce que les comités de suivi de mise en place de ces nouveaux rythmes dans chaque commune continuent à se réunir, puisqu'il faut un lieu d'échange. En effet, alors je vous donne un exemple. On voit apparaître le midi un quart d'heure de tape. Évidemment, vu comme ça n'a pas de sens. On se demande ce qu'on peut faire dans un quart d'heure. Mais en réalité, la réflexion peut se poursuivre sur une coupure qui était d'1h30 seulement, le midi par exemple, et qui passe à 1h15. C'est pas le quart d'heure là, c'est le fait qu'on ait 1h15 le midi. Et là, si vous ajoutez les questions de restauration scolaire avec plusieurs services, et les activités d'animation qui étaient déjà mises en place, vous avez de quoi améliorer. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on restreigne ces questions, bien que je ne sois pas compétent pour les traiter, à seulement des morceaux de temps. Au contraire, c'est l'ensemble de la journée qu'il faut revoir, et y compris, vous dites, certaines communes n'offrent rien de plus. Mais rien de plus, elles offraient déjà quelque chose. Que je sache, il y a des études ou des aides aux devoirs, il y a des activités périscolaires. Je pense au cas de Plaisir qui a dit mettre en place une récréamont, justement. Ça vous fait sourire, justement, en rapport au ministre. C'était un clin d'œil de la maire qui a décidé de rajouter un temps de garde supplémentaire jusqu'à 16h30 pour permettre aux parents de venir Je crois chercher les savoir enfants. qu'on continue à discuter au sein de la commune, que récemment les parents ont été reçus, et qu'en réalité, il va se mettre petit à petit en place quelque chose qui ne sera pas exclusivement la récréation. Et attention aux idées reçues. Les enfants, dans une journée, n'ont pas que besoin d'avoir un emploi du temps de ministre, justement. Il leur faut des temps de repos, des temps de jeu, des temps d'activité physique. Alors, ce n'est pas de la garderie, mais c'est autre chose que des super seulement activités nouvelles qui arriveraient. Il y aura un bilan de ces rythmes scolaires Il en le fin faut d'année absolument. prochaine pour voir si pas en fin d'année justement c'est prochaine. nécessaire. L'expérience de cette année nous montre que entre novembre et décembre, donc on a l'expérience jusqu'à Toussaint, on regarde la remise en route de Toussaint et puis à mi-parcours avant Noël, là il faut faire un point. Je rappelle que l'an dernier, certaines communes ont modifié ce qu'elles faisaient, et nous aussi d'ailleurs, à la rentrée de janvier. Donc c'est tout à fait Rien n'est possible. figé, ça peut encore évoluer en fonction bien évidemment des enfants. D'ailleurs, c'est le pour premier ne des rien vous critères. cacher, ça évolue encore en ce moment. Donc dans certaines communes, il y aura encore du changement. Absolument. Donc on demande aux parents d'être bien forcément vigilants, attentifs à ce qui sera proposé. C'est à la quelque rentrée. chose qui se construit en commun. Chaque interlocuteur ou représentant d'interlocuteur sait très bien qu'il ne peut pas tout avoir. L'idéal n'est pas décrété. En revanche, on peut construire pas à pas quelque chose de plus intéressant pour le temps des enfants. On va mettre de côté les rythmes scolaires, mais on va continuer à parler de changements, réflexion autour des programmes. Par exemple, c'est assez régulier, des changements dans l'éducation nationale. Pourquoi à tout prix vouloir tout refaire? Est-ce vraiment une bonne idée? Nous avons posé la question aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin. C'est notre question du jour. Moi, personnellement, je préférais garder le mercredi matin. Les enfants pouvaient se reposer le matin. Ça a été fait un peu dans la rapidité et sans vraiment concertation. Donc ça ne me semble pas une bonne réforme. Mais bon, pourquoi pas, hein. Faut voir sur le long terme, mais là, a priori, non, ça me paraît pas une bonne réforme. Je pense que c'est difficile aussi pour les animateurs pour vraiment faire leur travail correctement, parce que le fait d'avoir les mercredis complets, ça leur permet quand même de faire des vraies activités, de mettre en place de vraies choses. Le mercredi ne me dérangeait pas, puisque j'ai des grands scolarisés déjà le mercredi. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'aurait posé problème. Et en plus, je ne travaille pas. Ça sert à rien. Parce qu'ils déplacent les heures pour remettre sur le mercredi, ça sert à rien. On leur enlève des heures dans la semaine pour leur remettre sur le mercredi, pour faire le même nombre d'heures. Où est l'intérêt? Ce sont les rythmes scolaires qui préoccupent le plus les parents. Je vais peut-être vous laisser répondre à ce qui a été dit sur la dernière mère de famille. C'est bien normal, mais
Qui dit ça ne sert à rien. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien, parce que justement, c'est un des fondements de cette évolution, de cette réforme. C'est que la distribution du temps d'apprentissage est importante pour l'efficacité des enseignements. 5 matins, c'est ça le changement. 5 matins, c'est mieux que des heures l'après-midi, du point de vue même des enseignants. Quand on regarde la capacité des élèves de se concentrer sur des tâches scolaires. Donc non, ce n'est pas sans effet. Le nombre d'heures est le même, la distribution, on prouvera une nouvelle fois avec cette réforme qu'elle est essentielle pour les apprentissages des élèves. N'oublions pas que le but de tout ça, ce sont certes des rythmes sur la semaine des enfants, mais c'est d'essayer de faire en sorte qu'à l'arrivée, le socle, les programmes, qu'à l'arrivée en fin de cursus, à l'issue de la 3e, les connaissances, les compétences des jeunes soient meilleures que ce qu'on nous montre les évaluations internationales. C'est ça le but. Connaissances, compétences. On peut peut-être parler des programmes aussi. Fin décembre 2013, l'ancien ministre, maintenant Vincent Peillon, qui présentait ses orientations pour les futurs programmes de la maternelle au collège. Il y a eu changement de ministre, ce n'est pas une nouveauté. On en est où aujourd'hui de cette volonté de changer les programmes ? Ça avance toujours. Les consultations étaient légèrement différées. Elles auront lieu à notre connaissance dans le premier trimestre de l'année scolaire prochaine. Certes, comme j'entendais dans le reportage, c'est vrai, ça revient souvent. Ça revient souvent. Mais c'est important, parce que pour les enseignants, c'est un mode d'appropriation de ce qui est essentiel dans les cursus, dans les curricula, on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut retenir de prioritaire sur les grandes compétences et connaissances pour les élèves. Donc voilà, maintenant, la mise en œuvre, on nous l'annonce pour 2016 à présent, et c'est accompagné d'une réflexion sur le socle, qui est le repère le plus partagé possible dans toute la France de ce qu'on doit savoir précisément fin de 3e. Et la façon de l'évaluer également, parce que l'idée a été lancée par Benoît Hamon, on pourrait supprimer les notes, par exemple, ce serait une bonne idée ? Mais ça existe déjà. Figurez-vous que... C'est fait dans certaines écoles du département, de l'académie. Il y a une longue habitude dans le primaire. Dans les écoles primaires, on a les livrets de compétences depuis les années 90. Non, la nouveauté, c'est que sur le collège, on voit fleurir des expériences de classe sans notes. Pour faire une confidence, mon fils est en 6e et il est dans une 6e sans notes. Et en tant que parent, ça ne vous gêne pas de ne pas avoir de notes pour évaluer votre enfant ? Non, et il faut interroger les profs et les parents. Les professeurs qui essayaient cette année, je pense l'exemple, mais il y en a une quarantaine dans les Yvelines, dans les collèges, disent que ça les force, vous vous rappelez les bulletins, ils existent toujours. Et là, il n'y a plus de notes. Ça les force à libeller des appréciations sur ce que savent plus précisément ou ne savent pas encore les élèves. Et donc ça, c'est plus précis sans note qu'avec une note. Parce que c'est manuscrit, c'est rédigé, on L'un détaille les compétences. n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, il faut se rappeler qu'un élève est dans une démarche longue. On veut qu'à la fin, il sache des choses. Il faut lui donner confiance dans ce qu'il a déjà acquis pour qu'il franchisse les étapes suivantes. La note seule, me semble-t-il, ne suffit pas. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait déjà des appréciations dans les bulletins. Donc on peut faire encore aussi cette année encore sur cette suppression. Il le faut. Éventuelle. Si vous voulez, en fait, c'est la même chose un peu. On a des programmes qui fixent des contenus, on va dire, pour simplifier. Et de l'autre côté, on voudrait mobiliser sur le regard du point de vue de l'élève, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai appris. C'est ça les compétences. Seul le regard croisé nous permettra de le faire petit à petit. Donc il y aura beaucoup de chantiers l'année prochaine. Là, ça ne manque pas. Mais je peux donner un signe positif pour la rentrée. Là, ça intéresse tout le département. Il se confirme que nous avons plus d'élèves. Donc il y aura plus d'enseignants. Donc on aura plus d'enseignants. Ça c'est sûr. Il n'y aura pas moins d'enseignants par classe. Non, on sait déjà qu'il y en a davantage, mais surtout la démographie scolaire du département est positive dès la maternelle et jusqu'au lycée. Et on aura l'occasion bien sûr en septembre de revenir sur ces chiffres plus précis de la rentrée scolaire. Il y a eu tout de même dans l'actualité aujourd'hui la publication par l'INSEE d'une enquête. Plus d'une personne sur 10 travaillant à l'éducation nationale qui déclare avoir fait l'objet de menaces et d'insultes. C'est plus que dans les autres professions. C'est forcément inquiétant, ne serait-ce que pour les nouveaux enseignants qui vont arriver, pour les rassurer avant qu'ils prennent leur fonction devant les classes. Quel va être le mot d'ordre à l'éducation nationale ? C'est une vraie préoccupation déjà, il faut le dire. Là, on a quelque chose d'un peu scientifique qui nous donne un miroir. Moi, au quotidien, je peux dire qu'augmentent chaque année les situations particulières où les agressions sont là, le ton monte. Que ce soit relatif d'ailleurs aux services rendus, donc là, ça ne concerne pas enseignants, ou relatif à des situations d'élèves pour lesquelles il y a des accords. Donc, les élèves où c'est tendu, c'est plutôt collège-lycée. Lorsque c'est les parents avec qui c'est compliqué avec les enseignants, l'étude montrait que c'était plus dans les écoles. Malheureusement, maternelle, les signes de préoccupation sont sur le primaire. C'est là que je vois le plus d'augmentation. Alors les réponses, il faut absolument épauler
les enseignants en termes de formation, parce qu'il faut savoir réagir, il faut savoir, par exemple, piloter des réunions de manière nouvelle, voir fréquemment les parents, et puis il faut qu'on ait de la communication plus importante vers les parents. C'est quand on est plus clair depuis l'institution scolaire envers les parents, et de façon régulière, qu'on évite des crispations qui sont le plus souvent le résultat de malentendus qui sont installés. Mais forcément, à vouloir aussi, on en revient à la réforme, à vouloir tout changer, changer les rythmes, changer les programmes, supprimer ou non les notes. Ça crée des tensions aussi, des parents qui sont peut-être quelquefois un peu perdus, et du coup l'enseignant est en première ligne. Vu en négatif, ça peut être le propos, mais en renversant la perspective, ça donne justement les occasions de se recomposer ensemble sur des sujets qui sont importants pour tout le monde. Parce que nous sommes les adultes, on est en train de parler des enfants qui apprennent. Donc il faut susciter les lieux de débat et de dialogue. Je reprends l'exemple de la note, parce que c'est caractéristique. Un parent d'élève qui a aidé son enfant, comme il l'a pu le soir, par exemple en mathématiques, et qui voit au fil des bulletins 4 sur 20 mauvais élèves. Ni pour l'élève, je pense, ni pour le parent qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, ni pour le professeur, c'est satisfaisant. Vous voyez ? Donc ça, il faut en parler. Et donc on a des sujets, c'est vrai, des vrais gros sujets, l'évaluation, la relation aux familles, les rythmes des enfants, qui doivent nous permettre de positiver et de davantage s'ouvrir à l'extérieur pour expliquer les débats et leurs enjeux. Beaucoup de chantiers, beaucoup d'enjeux pour cette rentrée et vous aurez l'occasion bien sûr de revenir en plateau pour en parler. Merci encore Jean-Michel Coignard, directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département. Et si vous venez de nous rejoindre, l'intégralité de cet entretien, comme les autres tout au long de la semaine, sont à revoir sur notre site internet. Équitation à présent, le Haras de la Sens a accueilli une nouvelle étape du Master Ibérique, une compétition de dressage réservée aux chevaux pur sang portugais et pure race espagnole. Catherine Zulato et Elodie Moine. Ils ont l'allure fière des Andalous au son des guitares. Ces chevaux lusitaniens et espagnols sont dans leur élément. Une allure altière qui tient bien le pas de côté. Et ce n'est pas un hasard car ces équidés développent leur propre aptitude. Ils ont des allures un peu différentes des chevaux hollandais ou allemands qui ont peut-être des allures plus développées. Disons qu'eux, ils ont plus de facilité à aller sur les côtés. C'est les chevaux de corrida, par exemple. Ces chevaux-là sont destinés normalement à la corrida. Au départ, c'était des chevaux de guerre. Ils étaient faits pour aller à la guerre. Donc, et après, ça a évolué pour s'occuper des troupeaux et puis ensuite la corrida. Ce Master Ibérique était donc construit spécialement pour eux. Plusieurs concours en Espagne, Italie, Portugal et Belgique, avec une étape en France, dans les Yvelines, pour une épreuve de dressage. Seul et unique rendez-vous en Île-de-France. Parmi les cavaliers, Jean-Claude Avril et Quetzal Desgachaux, ils sont partenaires depuis 6 ans. La qualité de l'Ibérique, c'est que c'est un cheval qui est très très près de l'homme. C'est la sélection qu'on a voulu à l'origine. Et donc c'est un cheval qui aime l'homme, qui aime être avec lui et qui est d'une générosité, j'allais dire, exceptionnelle. Leur qualité physique, c'est le mental, hein, un mental quand même souvent à toute épreuve. Ces masters du cheval ibérique sont qualificatifs pour le championnat d'Europe qui se déroulera dans quelques mois en France. Cette semaine, l'association L'Art en Tête organise un stage de sculpture aux granges de l'abbaye de Port-Royal des Champs. 8 stagiaires se sont déjà aventurés dans le taillage de pierre. Un reportage de Mathilde Caberne et de Juliette Pousson. Josette est à son 4e stage de sculpture. Elle s'inspire cette fois-ci d'une statue d'un sculpteur peu connu. Devenue experte du burin et du marteau, elle tente malgré tout de définir les qualités nécessaires pour tailler la pierre. Peut-être un petit sens artistique. C'est vrai que la dimension en 3D, on n'y est pas très habitué. On peut dessiner, on peut voir beaucoup d'images. On est un siècle d'images. Mais le 3D, c'est voir à la fois vue du haut, vue de derrière, etc. Et puis que tout soit plausible en quelque sorte. Un travail qui demande du temps, une bonne semaine pour finir cette statue. Pas besoin d'être un professionnel pour participer à l'un de ces stages. C'est avant tout un moment de convivialité et de rencontre. Mais pas seulement. C'est un temps où ils se mettent à part et ils laissent leur activité pour venir sculpter. C'est aussi un loisir de réalisation de soi, de sculpter. Puis c'est pérenne. Une sculpture, on l'a chez soi, on la garde longtemps, on peut la mettre à l'extérieur. Et ça, c'est sans doute ce que ça plaît. Vendredi 5 juillet, les apprentis sculpteurs exposeront leurs œuvres aux granges de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux.
Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain vendredi aux mêmes horaires. Ce jeudi soir, vous avez rendez-vous avec Philéco proposé par Claire Cambier. Bonne soirée.